apparemment c'est une légende de la fac, donc je sais pas trop. Si, il traîne, il fait l'allée en général. C'est la première fois que j'entends parler. Il passe souvent ici. Ouais, je le vois passer d'arriver de là-bas en fait, mais après... Alors, en tout cas, à un moment, il m'a dit ouais, tu sais qu'à la fac, il y a un mec qui a un slip sur la tête. Il se fiche de moi, quoi. Il a une chemise à carreaux, un pantalon vert. Et un truc sur la tête. Sur la tête aussi. On pense quoi, de ce qu'on a entendu que c'était un ancien prof de psycho et qu'il est devenu fou, on va dire. Et depuis, il reste ici. Au début, on trouvait ça bizarre. Et puis bon, après, Paris 8, c'est quand même vachement libre, donc ça paraît plus étonnant. Parce que finalement, il fait partie, on va dire, de la fac. Ouais, donc, voilà. C'est un élément de la fac. C'est combien, s'il vous plaît 1,40 €. 1,40 €. Il vient parfois, il achète des gâteaux, voilà, suivant. Ouais. Nerveux. Merci. Ouais, il achète des gâteaux, suivant, il prend Kinder Delice, qu'il aime beaucoup, voilà. Et c'est tout. Moi, on discute, on parle pas. Bonjour, bonjour, oui, c'est tout. Il n'a pas de difficulté, non, il paye. Parfois même, il peut laisser 10 centimes le pourboire. Donc, pour vous dire, je sais qu'il n'aime pas les pièces de 2 €. Il déteste ça, je ne sais pas pourquoi. Les 50 centimes, il adore ça, 1 €. Mais les pièces de 2 €, à chaque fois que vous lui donnez les pièces de 2 €, il rejette carrément, il n'aime pas. Il s'appelle Gérard. Enfin, j'aurais appris qu'il était prof ici, mais c'est tout. Mais je ne connais pas son histoire, non. Donc moi, ce que je sais, c'est qu'il fréquente quand même assidûment la bibliothèque. Il consulte beaucoup les documents en histoire et on a régulièrement des problèmes parce qu'il dérange les documents. Parce qu'il les classe selon leur format, j'ai l'impression. Comment dire, il a été enseignant, donc il a... Comment dire, il est un peu protégé, on va dire ça comme ça. Puis c'est un peu difficile de mettre quelqu'un dehors, sachant qu'il n'est pas violent, il dérange juste le document. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a prévenu tout le monde et toutes les personnes qui sont en banque d'informations essayent de faire attention quand ils le voient, de le suivre pour vérifier qu'il ne dérange pas. Alors, en général, on essaie de lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il dérange les livres, qu'il les laisse à leur place. Et en général, il maugré et bon, suivant la personne en face de qui il est, soit il obtempère, soit il s'en fiche un peu. Donc moi j'ai eu affaire à lui 2-3 fois. Je lui ai bien montré que je le surveillais. Il a compris, il est parti. C'est marrant parce que si quelqu'un me demandait alors tes années à Paris 8, qu'est-ce que tu en as pensé? Et ben c'est là où j'ai fait mes études, j'ai fait ci, ça, ça. Et il y avait même un clochard avec un slip sur la tête. Bon. Manifestation contre la venue de Marine Le Pen à Saint-Denis. C'est dimanche à 13 h, porte de Paris. Pas de facho dans nos villes. Manifestation dimanche contre la venue de Marine Le Pen à Saint-Denis. Comme enseignant, je l'ai connu, oui. C'était enseignant au département de cinéma. C'était un militant de la cause albanaise, un spécialiste du cinéma des pays de l'Est. C'était des étudiants qui étaient devenus enseignants, je ne sais pas ce qu'ils avaient fabriqué, mais enfin, ça c'était la première fois qu'il y avait un département de cinéma à l'université. Bon, on sortait de mai 68, donc on était dans une contestation, disons. On réfléchissait un débat sur qu'est-ce que c'est que l'enseignement. L'état d'esprit était faire la révolution, tout bêtement. Enfin, ou continuer. En 68, dès le mois de fin juin, début juillet, il y a des gens au cabinet d'Edgar Faure qui ont pensé que ce serait bien de créer un pôle universitaire en dehors de Paris pour mettre tous les gauchistes hors du quartier latin et les mettre par exemple à l'extérieur. Dès le mois de décembre, ils ont ouvert les inscriptions
à Vincennes même, et les premiers cours ont commencé en janvier 69. Un certain nombre, on y est allé parce qu'on s'est dit c'est là qu'il faut aller. C'est une nouvelle fac, c'est là que tous les gauchistes vont aller, on va tous aller là. C'est à peu près ça. La création du département de philo, c'était Michel Foucault qui est resté quelques mois, puis après il a été nommé au... Bon, j'ai un trou de mémoire, comment ça s'appelle, Collège de France. Si j'ai parlé de l'enfermement des fous, c'est parce que l'enfermement des fous existait et que je souhaitais que l'enfermement des fous n'existe plus. Si j'ai parlé du système carcéral, c'est parce que le système carcéral existait et que je souhaitais qu'il n'existe plus. Maintenant, si vous me demandez pourquoi je parle de ce dont je parle, je vous dirai que je parle de ce dont je parle parce que ça me fait plaisir et qu'il n'y a aucune loi, aucun pouvoir, aucun flic, et pas même mes amis les juges, qui m'empêcheront de dire ce que j'ai envie de dire. Personne n'est forcé de me lire ni de m'entendre. Voilà. Alors, c'était tout à fait extraordinaire comme type d'expérience à laquelle s'est obligé ce que j'appelle le génie français. Pays de l'expérimentation et de toutes les audaces. L'université française va accoucher de quelque chose qu'on peut qualifier de monstre, au sens noble du terme, hein, de l'invention complète, totale. C'était une façon de réunir les dissidents, les contestataires, dans une espèce de cercle cathartique qu'était le bois de Vincennes. Peut-être était-ce ça, l'intention politique. Mais la réalité de Vincennes, c'était réellement l'ouverture au sein de l'université française d'une expérimentation universelle, de quelque chose qui faisait peut-être, sans trop exagérer, mais sacrifiant à la poésie, une petite Alexandrie. Sur le plan politique, il y avait toutes les jeunes organisations de la jeunesse, tout. Les plus en avant étaient ceux qu'on appelait l'extrême gauche extra-parlementaire, c'est-à-dire les maoïstes, les Maoïstes Pontex, en tant que l'un des premiers réfugiés politiques tunisiens, intellectuels, etc. Je n'admettais pas certains débordements. Par exemple, un piano de Miqueux jeté du premier étage, pour moi, c'était un acte bête. Le fait d'avoir sanctionné, par exemple, François Duprat, qui était un chef de file de l'extrême droite, d'Occident, etc., de l'avoir dénudé, enduit de tomato ketchup et de plumes, et de le sortir en public dans cet acte, pour moi, était choquant, puisque c'était l'exercice d'une justice directe, et sauvage et inhumaine, et aveugle. Je n'étais pas d'accord. Voilà, il y avait donc quelque chose qui ressemblait à un chaos où se mêlaient toutes les forces créatrices et d'autres forces un peu moins intelligentes qui étaient plutôt des gesticulations d'enfants gâtés de la bourgeoisie française. Chomsky a prononcé un admirable réquisitoire contre l'impérialisme américain. Je ne dirais pas que c'était inintéressant. Je dirais simplement que malheureusement, je n'ai pas eu l'impression que quelque chose de nouveau figurait dans l'exposé de Chomsky. Non. Rien qu'en allant à la fac, on voyageait déjà. Voilà. En prenant le bus, on partait dans un autre monde. Voilà. Pour aller vite, il y avait les marxistes-léninistes, ça allait des gens du Parti communiste français, souvent bien staliniens, jusque tous les groupuscules, les groupuscules importants, maoïstes, trotskistes et tout ça, qui n'avaient pas au niveau du nombre une très grande importance, mais ils avaient un poids symbolique très fort. Justement, la parole publique, une parole publique, elle est toujours assez codée, c'était difficile de ne pas être dans les codes. Et si on n'était pas dans les codes, il y avait un mot pour ça, non organisé. Là, je dément un cliché en disant oui, mais on était libre et tout ça. Non. Justement, c'était très difficile de prendre la parole publiquement si on n'avait pas le ton, sans faire référence au marxisme-léninisme, on n'était pas crédible.
c'est vrai que c'est compliqué de trouver son juste milieu ici. Et c'est ça que je garde de Paris 8 en tant qu'ancien étudiant. C'est voilà, cette volonté de toujours avancer dans une bonne direction, limite de manière utopiste, quoi. Parce que je sais qu'il y a des ligues anarchistes aussi. Enfin, il y a vraiment des choses qu'on se dit, vu de l'extérieur, mais c'est pas possible, ça sert à rien. Et quand on les écoute, quand on écoute leurs discours, quand on voit ce qu'ils font, on se dit, mais putain, c'est incroyable, quoi. Les mecs, ils y croient, quoi. Ah oui, c'est vrai que le monde tourne pas rond, ouais, exact, ouais, bah tiens, ça m'intéresse. Et des fois, on est pris, selon les sensibilités de chacun, à s'investir dans des luttes ou pas pour justement revendiquer certaines choses qui sont bien au final, mais parfois un petit peu gênantes dans le cadre purement scolaire, quoi. Bah en fait, je l'ai croisé plusieurs fois. Il a une apparence assez particulière. Moi, je pensais qu'il avait une culotte sur la tête, il a toujours une chemise à carreaux, etc. Et j'ai vu dans la bibliothèque, alors je me suis dit que c'était peut-être le futur Karl Marx. Pareil, je connais rien en fait de son histoire. Je me suis dit peut-être que c'était un SDF qui vivait ici, c'est peut-être le cas, mais j'en suis pas sûr. Gérard Girard, je l'ai connu assez vite en fait. Il faisait partie des gens qui n'auraient jamais mis les pieds à l'université si ça n'avait pas été assez ouvert. Voilà. N'ayant pas fait d'études, parce que j'ai eu des conversations assez simples avec lui. Je lui dis, mais tu viens de l'usine ou quoi toi? Parce que il me dit, non, je vendais des savonnettes. Il assumait assez ce qu'il était. C'était comme une conversion. Et il avait compris qu'il fallait changer le monde. Et il était venu pour ça. Alors, il avait trouvé son créneau particulier, sa cause, c'était de défendre le seul régime marxiste-léniniste digne de ce nom, c'est l'Albanie. Voilà. Et en fait, il s'est fait une carrière comme enseignant en photo par l'activité de colleur d'affiches. Il collait les affiches, mais qu'il allait chercher à l'ambassade. C'est les affiches de propagande. Et après, il a voulu faire un cours sur la photographie en utilisant tout le matériel de propagande. 8 décembre 2010. C'est l'homme qui dort dans la salle A349. Ça résoudrait un mystère. Il a tout un tas de feuilles, un gros paquet de feuilles qui se trimballent souvent. Pendant longtemps, il a dit que c'était sa thèse qu'il préparait. Donc personne n'y touche parce que c'est sa thèse. Alors on pourrait faire une relation avec les événements politiques, disons, du moment, puisqu'il était non pas maoïste à Vincennes, mais il était albaniste, on va dire. C'est-à-dire qu'il défendait l'Albanie à un point incroyable. Il avait son panneau dans l'université, enfin dehors, un grand panneau recouvert d'affiches sur l'Albanie, enfin la gloire de l'Albanie, quand on pense que c'était le pays le plus fermé du bloc soviétique, enfin, où les gens ne pouvaient pas sortir, c'était comme une prison. Quand le mur de Berlin a sauté, quand le bloc soviétique a explosé, donc évidemment les pays sont petit à petit, tous les pays du satellite de l'URSS se sont évidemment libérés un peu, quoi. Il va aux poubelles. Là-bas, aux poubelles, lui, il fait du bruit des fois. Non, mais avec lui, le problème, c'est qu'il a quand même des montées. Donc, des fois, il est bien luné. Moi, avec moi, ça se passe bien. Mais il y a des fois, il peut très mal prendre les choses, quoi. D'un coup, tu sais pas pourquoi. Tu lui demandes un truc, il te dit quoi? Tu sais que ça, c'est pour m'espionner, c'est quoi? Bonjour, ça va? Je fais un documentaire sur Vincennes et Saint-Denis. Pardon? Je fais un documentaire. Oui, ben faites-le et foutez-moi la paix. Vous voyez pas? Est-ce que éventuellement... Est-ce que vous voyez pas qu'à Saint-Denis, c'est ça? Hein? Vous êtes entendu? Vous voyez pas qu'on s'emmerde sans arrêt avec le bordel de merde aussi? Hein? C'est ce qui nous reste! Non, c'est pas grave, c'est vrai, t'as raison, mais Il y en a des tonnes qui partent toute la journée dans les poubelles de nos documents. Il y en a assez!
Il était militant politique aussi, ce qu'on appelle l'extrême gauche. Et je crois que l'accident mental qu'il a eu l'a gardé un peu dans un arrêt sur l'image, comment dire. Il est encore dans cette période-là, après avoir souffert de quelque chose qui, malheureusement, a eu un impact sur son équilibre mental et sur sa rage politique, quoi. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact énorme de l'échec des expériences révolutionnaires à travers le monde sur ceux qui ont cru dans les révolutions avec une passion quasi romantique, ont investi tout espoir d'un idéal possible à réaliser. Il y a des tas d'événements qui sont de cette nature-là, par exemple l'entrée des chars à Prague, les révolutions trahies, qui ont fait beaucoup de casse sur certaines consciences un peu fragiles, pas simplement une adhésion totale à un rêve. Il venait faire des reproductions de son document sur le cinéma. Je sais plus, c'est pas hongrois, c'est... J'ai oublié. Albanais, voilà. Je suis pas sûre qu'il aurait sa place dans une autre fac. Hein. C'est un peu comme quand j'allais en Algérie et on n'enferme pas les gens là-bas, ils font partie de la vie. Ceux qui sont un petit peu à côté des choses, si je puis dire, eh ben, on les enferme pas, on les assomme pas avec des médicaments, ils sont là, ils font partie de la vie, quoi. Ça, j'aime bien, moi. Je l'ai croisé 2 fois dans Paris. Ah ça, moi je me souviens, j'étais à bicyclette et je vois Gégé en train de marcher sur la rue et pas sur le trottoir. 2 fois. Ça m'a fait trop bizarre parce que je l'ai toujours vu ici dans ce contexte-là, puis d'un coup je le vois dans les rues de Paris. Je sais qu'il a été un enfant adopté, donc il ne connaît pas sa famille d'origine, donc il porte le nom de ces gens-là, je crois. Et puis voilà, je ne sais pas plus. Souvent on a eu des discussions parce qu'on avait du mal à se situer l'un l'autre. Très vite, il a eu le masque du militant combattant que j'avais pas. Alors, il me posait des questions. Mais le fait qu'il me pose beaucoup de questions sur moi-même, ça me donnait la latitude pour lui poser des questions aussi. Au niveau de la famille, j'ai pas été très loin, mais j'ai su qu'il avait eu un enfant, il était père, et que, bon, mais parce que, avec la mère de son enfant, ça a été très, très bref, je sais pas ce qui s'est passé. Donc il avait comme une blessure à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que faisaient ses parents et tout ça, mais là aussi on sentait que la filiation, ça n'avait pas été très vraiment quelque chose de formidable. Voilà. Il y a 2 aspects de sa personnalité qui n'ont pas bougé. C'est une certaine rigueur, comme ça, un côté un petit peu raide, et puis seul, méfiant. Et s'il prend la parole, quelque part, c'est très critique. Interrompre le cours pour dire quelque chose qui était, comme on peut dire, impertinent dans tous les sens du mot, ça se faisait. Même, il y a des philosophes comme Deleuze qui ne se laissaient pas quand même interrompre facilement. Donc il y avait une sorte comment on peut dire, de tolérance très très grande. Donc, Je rappelle que la différence... Elle consistait en ceci: le délire paranoïaque et d'interprétation se présentait comme se constituant autour d'un centre, d'une matrice, d'une idée dominante, et procédait par réseau circulaire, prenant tout, prenant les choses les plus hétérogènes, un bout de ceci, un bout de cela. Ah, les chaises, ah, un type qui passe par la fenêtre. Et partout. Le chien. Et tout ça, ça faisait
une espèce de réseau en expansion, circulaire, irradiant, où tout était pris. Et les paranoïaques, ça procède comme ça. Donc j'étais en première année de théâtre donc à l'université de Paris 8 et j'entendais souvent des personnes de ma promo qui me disaient qu'il y avait un espèce de clochard très bizarre qui avait un slip sur la tête. J'étais dans les couloirs entre deux cours et je l'ai vu passer et je me suis dit « Anto, vas-y ». Donc je l'ai suivi un petit peu, bon c'était innocent, je n'ai pas de regret d'avoir fait ça, mais je l'ai suivi jusqu'à voir où est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il vivait, quoi. Et donc je me suis rendu compte qu'au rez-de-chaussée, et donc il y avait sa maison, si je puis dire, entre guillemets. Une autre fois, quand je suis allé je voulais voir un peu ce que ça donnait sans qu'il soit là pour voir. Donc je suis allé et puis j'ai vu un placard, un espèce de placard un peu bizarre, donc je l'ai ouvert et j'ai vu plein de papiers, plein de paperasses, des documents et je suis tombé sur une photocopie de sa carte d'étudiant. Et donc j'ai regardé et en fait il était enregistré comme auditeur libre. J'ai trouvé ce papier et je l'ai volé en fait, tout bêtement. Enfin si je puis dire, il me semblait qu'il y en avait une deuxième, donc c'est pour ça que je me suis dit je peux avoir la conscience tranquille, il y en a une autre. C'est parti donc justement avec les deux amies avec qui j'étais en cours, on en parlait tout le temps parce qu'elles étaient aussi passionnées de cet homme qui est atypique, quoi. Et donc je savais même pas qu'elles avaient lancé cette page Facebook. Et en fait, on s'est rendu compte que le groupe n'était pas si bête parce que plein de gens avaient adhéré, beaucoup de gens connaissaient son prénom, son identité que moi je ne savais pas. En plus, je croyais que c'était une blague au début. Girard, c'est quand même étonnant comme prénom et comme nom. Enfin bref, c'est comme Hubert Robert, quoi. Enfin c'est un petit peu bon. 6 décembre 2010. Enfin, depuis qu'on m'en a parlé pour la première fois à la rentrée, je ne l'avais jamais croisé, tout en étant en art plastique. Quelle émotion! 28 septembre 2011, tout juste rentré en L1, j'ai eu l'honneur de le croiser dans la section Histoire de la bibliothèque où il piquait les affaires des autres. Ça a changé ma vie. Je pense qu'il a un profond besoin d'autoréalisation, de se prouver quelque chose. Je sais pas, peut-être je fabule, hein, mais c'est ce qui se traduit de par son attitude. C'est une personne qui n'a pas envie qu'on s'intéresse à elle. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie qu'on s'intéresse à soi. Parce que voilà, la société fait que. Et donc quand on a une personne justement qui ne recherche pas à briller en société, une personne qui cherche à être tranquille pour des raisons obscures, forcément c'est incroyable. On se dit mais pourquoi ce mec, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Cette soirée est particulièrement remarquable parce que Vincennes se défend en prenant l'offensive. La construction de l'université s'est faite dans le bois de Vincennes sur un terrain qui appartient à la ville de Paris comme tout le bois de Vincennes. Et au bout de 10 ans, à ce moment-là, on avait comme ministre une femme, Madame Saunier Saïté, qui d'un seul coup s'aperçoit de ce texte. Et donc, elle a ressorti ce texte en disant écoutez, vous arrivez au fin de votre bail de 10 ans, vous devez quitter l'université, vous n'avez plus le droit d'y rester. C'était aberrant qu'un ministre de l'Éducation nationale décrète, pousse à la fermeture de l'université, tout de même. Chirac s'en moquait, mais il a quand même appuyé en disant non, je veux reprendre ce terrain pour le rendre aux Parisiens qui puissent aller se promener. Mais c'était raser les bâtiments et raser cet esprit un peu contestataire, même s'il avait évolué, mais qui était, disons, indépendant. La plupart s'en sont remis, mais pour tous, c'était un traumatisme, pour tous sans exception, je pense. Et à l'heure actuelle, c'est les derniers de Vincennes vont partir à la retraite, ça part de plus en plus. Et les gens qui les remplacent ils sont modelés par la société actuelle, par un individualisme, une carrière. Carrière, on ne savait pas ce que ça voulait dire quand on était dans cette université. Nous sommes contre le transfert de Vincennes.
Nous avons fait une conférence de presse devant l'IUT de Saint-Denis. À l'IUT de Saint-Denis, qu'est-ce que nous avons constaté? À Vincennes, il y a 4 hectares de superficie. À Saint-Denis, il y en a 2 hectares. C'était un déménagement qui ressemblait à la destruction de Carthage par Rome. Mal fait, maladroit, clandestin, honteux, puisqu'on a interdit à tous les journalistes d'approcher. C'est-à-dire il y a eu un casse, mais alors, Apocalypse Now. Je crois que c'est du même ordre, sont dramatisés du bûcher dressé au Moyen-Âge pour les sorcières ou pour les utopistes. 17 décembre 2009. Mon idole! Je suis fan de ce groupe. Je suis quasiment sûr que l'histoire du déménagement, ça ne le dérangeait pas. Au contraire, le fait d'être dans une ville ouvrière ou je ne sais pas quoi, c'est les conséquences secondes du déménagement. La plupart des gens qui étaient en art, qui étaient marxistes-léninistes, presque tous, ils ont opéré une mutation idéologique, ils s'intéressaient à la technologie, ils ont laissé tomber Mao Tse-tung pour les médias numériques et tout ça. Bon, quelqu'un qui était colleur d'affiches pour l'Albanie avait plus tellement sa place. C'est une sorte de posture christique, quoi, d'avoir été victime de l'histoire, d'une histoire à laquelle on a trop cru. Il a été jeté en pâture à ses démons intérieurs, puisqu'il a fait un délire de persécution, ressenti de manière vive. Peut-être était-il réellement provoqué par quelque chose. Je ne crois pas au hasard. Par exemple, il se met des pièces sur les dents. On le voit de temps en temps avec une pièce de monnaie. D'après Zouzi, ce que j'ai entendu, qui dit ça à moitié en rigolant, que c'était qu'il avait une peur que les dentistes lui posent des micros dans les dents, donc pour l'espionner, et que donc en mettant une pièce de monnaie, ça le protégeait contre les écoutes, donc une espèce de cage de Faraday qui protégeait. Il y a aussi ça avec Gérard Girard, il y a eu un passé avec une vision du monde, et on fait comme si rien n'avait changé. Comme je disais, son côté vestimentaire. C'est le secrétaire d'art plastique qui me disait « Ouais, mais je lui ai amené des vêtements. On m'en a donné plein pour lui. Mais il veut pas les mettre. Il veut garder ses vieux vêtements. Et pourquoi il se met un slip sur la tête, tout ça Alors, ça crée un élément un peu de surprise, mais le fait qu'il ait toujours les mêmes vêtements, ça fait quelque chose justement qui revient toujours et ça lui donne une crédibilité. Il est une sorte de moine. Voilà, c'est le moine errant. Enfin non, il n'est pas errant du tout, puisqu'il est accepté parce qu'il est d'ici. Avec lui, on parle de choses et d'autres. On ne parle jamais de lui. Ou alors, de manière tacite, par l'extra-langage. Disons que je ne te juge pas, je ne te considère pas comme une victime, je te considère comme un être qui a changé de forme, une transformation. Pour moi, sur le plan sentimental, bien sûr, j'éprouve de la compassion et de la pitié, mais disons que c'est moins pire que la mort. Bonjour. Bonjour. C'est comment? Sophie. Vous voulez vous mettre de ce côté-là? Ouais, non, là, c'est bien pour moi. C'est comme vous voulez. Vous étiez déjà en activité professionnelle quand vous êtes arrivé à Saint-Denis? Non, j'avais une spécialité de salarié, de travailleur, et d'ouvrier et de paysan. Et j'avais que l'école primaire dans les mains. Il y a des gens dans la société comme moi, comme pas mal d'autres, qui venaient des milieux populaires. Enfin, je ne veux pas trop personnaliser, mais enfin, il y a dans les milieux populaires français des gens qui sont les héritiers de peu de choses en propriété matérielle et aussi en propriété spirituelle. J'arrive donc
dans cette université en tant qu'autodidacte. Et la grande surprise qui va se produire, c'est qu'un autodidacte, il a beau être assez volontaire, mais ce n'est qu'un autodidacte. C'est ça la bizarreté de la situation. Pour avoir accès en de bonnes conditions à l'université, il ne faut pas être autodidacte. C'est une bêtise. Donc en fait, assez rapidement, vous avez eu accès à un poste d'enseignant. J'ai eu accès, j'ai été élu en assemblée générale comme membre chargé de cours, faisant des heures d'enseignement en cinéma, plus exactement en photographie. C'était passé en 1971. Et puis ensuite, en 1984, je suis passé un doctorat en cinéma, justement sur l'Albanie. Et j'avais fait une erreur importante parce que j'avais repris la thèse des Albanais eux-mêmes, qui est une thèse un peu gauchiste. Et il n'y a jamais eu moyen de me faire passer. Il n'y a que mon directeur de thèse qui dit oui, il l'a. Il y avait un syndicaliste de la CFDT qui disait non. Et puis un professeur directeur de thèse disait non. C'est quick. Vous voyez, donc ça n'a pas pu être avalisé. Et moi, ça m'a saboté ma profession. Regardez, oui, moi, j'ai jamais l'heure sur moi. Il est midi moins 10. Vers midi et demi, on peut partir manger, je vous invite. Ah non, mais c'est moi. Non, mais je vous en prie. On va où? On ira de l'autre côté, là. On sera de retour en l'espace d'une heure. Moi, je pense qu'il va y avoir un problème Gérard Girard, parce que en vieillissant, on développe pas que des qualités, et qu'il est possible qu'il devienne, par exemple, s'il est malade, s'il a trop de crises, il a peut-être besoin d'autre chose que de la tolérance. Donc, il va y avoir un débat en disant « Allez, on l'enferme dans une maison de retraite ou dans un HP ». C'est toujours un débat très délicat, surtout depuis Foucault, dans des institutions comme ça. Voilà. Donc, même s'il y avait un diagnostic psychomédical, ça va être très délicat. Arte Radio. Et la principale raison, c'est sa volonté. Point. Il ne pourra jamais accepter d'être ailleurs qu'ici. Comme.